à tous, soyez les bienvenus dans le 19-20 sur France 3. Une heure d'information régionale, locale puis nationale, dont voici tout de suite le sommaire. L'opération Main propre se poursuit dans le monde du football, confronté aux soupçons de corruption. Michel Platini vient d'être suspendu par le comité d'éthique de la FIFA de toute fonction pendant 90 jours. Un coup dur pour celui qui rêve de prendre la tête de la fédération internationale. Également développé par Carole Gessler à 19h30 dans l'édition nationale, le siège de Volkswagen en Allemagne perquisitionné. En France, les propriétaires de véhicules concernés par la fraude s'organisent pour faire valoir leurs droits. 1 million de voitures seraient concernées et 1000 clients se sont déjà regroupés. Dans la partie régionale du 19-20, l'ouverture aujourd'hui aux assises d'Eure-et-Loir du procès d'Hervé Jals. L'ancien basketteur de Chartres est accusé d'avoir tué son ex-compagne. Une dispute qui dégénère au sujet de la garde de leur fils. Du cyclisme avec la 65e édition du Paris-Bourges. L'Irlandais Sam Bennett s'impose au sprint au terme des 190 km du parcours à travers le Loiret et le Cher. L'Eurélien Romain Feillu termine 5e. Et puis c'est un rendez-vous qui attire grand nombre et milliers de passionnés. Les rendez-vous de l'histoire débutent aujourd'hui à Blois. Plus de 300 conférences et débats avec pour thème cette année les empires. Le président du comité scientifique nous en dira plus dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous pour développer d'abord toute l'actualité régionale avec vous. Benoît, bonsoir. Bonsoir Marine. Et on commence avec l'ouverture aujourd'hui aux assises d'Eure-et-Loir du procès d'Hervé Jals. Oui, l'ancien joueur de l'Union Basket Chartres Métropole est accusé du meurtre de son ex-compagne. Un différend les opposait sur les modalités de garde de leur fils. Pour la défense, l'accusé n'avait plus de discernement nécessaire au moment des faits. Théophile Baca avec Jean-Pierre Brousseau. Ce n'est pas le fringant basketteur de Pro B, 3 saisons à Reims, une à Chartres, qui est apparu dans le box des accusés. Hervé Jals est un homme fatigué, le crâne dégarni, les yeux mi-clos, la tête constamment baissée, comme absent à son propre procès. Il écoute sans émotion aucune les policiers venus déposer à la barre. Hervé Jals, par son parcours, son caractère, est un homme paisible et non violent et qui a commis un drame. Donc évidemment, depuis 3 ans et demi, de toute façon, il est complètement effondré de ce qu'il a commis. C'est un double personnage. Il est calme, il donne l'apparence d'un gros nounours, d'un garçon gentil. Par contre, on sait par le dossier qu'il se montre extrêmement violent. Il y a déjà eu des actes de violence vis-à-vis de Stéphanie Guéry, à tel point que Stéphanie Guéry ne voulait jamais se trouver seule avec lui. Le jour du drame, le couple avait déjeuné tranquillement avec leur fils dans une pizzeria. C'est après, dans l'appartement, que tout va dégénérer. Le ton monte, une gifle, des coups pleuvent. Pour faire taire Stéphanie Guéry, Hervé Jals maintient son visage contre l'oreiller. Elle suffoque bruyamment. Il prend peur et s'enfuit. Paris, puis Reims, où il erre avant d'être interpellé. Les images de la victime présentées à l'audience vont glacer d'effroi le public. La zone d'ombre qui était évoquée ce matin, c'est celle-ci. Comment a-t-il réussi à la convaincre de venir le rejoindre dans cet appartement de Chartres? Ça s'inscrit dans une période dans laquelle il est profondément déprimé. Il s'enfonce tout seul dans sa dépression jusqu'à avoir effectivement un geste pulsionnel tel que le décrit le médecin expert. La défense va vraisemblablement plaider des circonstances atténuantes et ne manquera pas d'invoquer l'absence de discernement au moment des faits. Un appel à témoins est lancé après la découverte d'un corps dans la Loire. C'est un groupe de kayakistes qui a fait la macabre découverte dimanche dernier du côté de la Chapelle-Saint-Mémin dans le Loiret. L'homme est âgé de 25-30 ans, très athlétique. Il mesure environ 1,85 m, vêtu d'un jean et d'un t-shirt gris. Il portait ce bracelet que vous voyez à l'écran. Si vous avez des informations permettant d'identifier cette personne, n'hésitez pas à joindre la Sûreté départementale du Loiret au 02 38 24 31 56.
Journée de grève aujourd'hui pour la défense de l'emploi et les hausses de salaire. À l'appel de la CGT, FSU et Solidaire, tous les corps de métier du public et du privé étaient appelés à cesser le travail. Dans le collimateur, la loi Macron, les mesures d'austérité et la réforme du marché du travail. Tour d'horizon des principales manifestations dans la région avec Rebecca Benbourek. Et hop, la loi Macron! La loi Macron, le travail du dimanche, la réforme du code du travail. Un peu moins de 3000 personnes dans les rues de la région et un seul mot d'ordre, la défense de l'emploi. La plus importante des mobilisations a été recensée à Tours. 1 millier de personnes a défilé direction la place Anatole France. Ça fait 30 ans qu'on donne des milliards aux entreprises, ça fait 30 ans que le chômage augmente et actuellement il augmente encore. Donc il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas dans cette affaire et c'est ce qu'on nous tue à dire au gouvernement divers, de droite comme de gauche. À Bourges aussi, le torchon brûle entre les syndicats et les réformes du gouvernement. 400 mécontents partis de la place Sérocourt, parmi eux plusieurs salariés du fabricant de missiles MBDA. Dans notre entreprise, ils sont en train de tout déstructurer. On a des CDD, des intérims sur des emplois qui sont normalement à durée indéterminée, mais pour rémunérer l'actionnaire, pour en fait gagner plus d'argent pour eux, ils précarisent l'emploi. Ce jeudi, la mobilisation est restée timide dans la capitale régionale. Environ 300 manifestants comptabilisés à Orléans. Au chapitre social toujours, autre mobilisation, celle des agents des routes d'Eure-et-Loir. Plus de 150 personnes ont manifesté ce matin devant le siège du conseil départemental à Mainvilliers près de Chartres. Elles s'opposent à une réforme voulue par la direction, à savoir supprimer la présence d'un accompagnateur dans les camions lors des tournées de salage. Didier Lepape. Le projet de chauffeur solitaire ne passe pas. Les syndicats veulent le maintien d'un accompagnateur dans les saleuses, quel que soit le temps. Comme nos élus maintenant qui sont deux, nous on souhaite rester en binôme, voilà, pour une meilleure qualité de travail et de sécurité. L'Eure-et-Loir, pour entretenir ses 7500 km, emploie 50 agents et supprimer l'assistant cause de sérieux problèmes. On a des agents qui conduisent, qui partent à 3 h du matin, donc sur du travail difficile, isolé, et qui doivent, en même temps que de conduire sur des routes difficiles, régler un tableau pour la diffusion du sel. Et ça, c'est quasiment impossible, malgré ce que nous disent les directeurs, pratico-pratique. Les gars qui le font, il faudrait qu'ils s'arrêtent à chaque fois, sauf qu'en plus le matériel ne permet pas de faire le réglage à l'arrêt. Le département se défend de réduire les équipes partant de neige. Il voudrait laisser seul le chauffeur seulement lors des interventions de prévention, quand les saleuses anticipent une dégradation. Je comprends les gars, ils sont investis dans leur métier, ils sont inquiets des conditions dans lesquelles ils vont opérer. Voilà. Et donc ce sont des inquiétudes qui peuvent tout à fait se comprendre et ça ne peut se faire qu'avec eux. Donc soit on est capable de les rassurer par différents dispositifs, et à ce moment-là, on le fait. Soit on n'est pas capable de les rassurer, et puis dans ce cas-là, il faudra qu'on continue le dispositif tel qu'il existait jusqu'à maintenant, parce qu'il était performant. Le dialogue reste ouvert. L'intersyndicale prévient que la grève reprendra jeudi prochain, jour de la réunion du comité d'hygiène, si le dossier reste en l'état. Le conseil départemental se donne jusqu'à la fin du mois pour trancher. C'est un échelon territorial en pleine mutation. L'intercommunalité est au cœur de discussions actuellement à Tours. Oui, la capitale d'Indre-et-Loire accueille en effet la 26e convention nationale sur cette thématique. Compétences nouvelles, règles avec la loi NOTRe sur la nouvelle organisation territoriale. Près de 2000 élus sont réunis pour échanger. La ministre de la décentralisation, Marie-Lise Lebranchu, était aujourd'hui sur place pour défendre l'intercommunalité. Selon elle, ce n'est pas un nouvel échelon administratif. Elle va permettre d'offrir de meilleurs services publics en mutualisant et en faisant ainsi des économies d'échelle. On l'écoute. Vous pouvez vraiment mettre en commun des compétences que souvent d'ailleurs d'autres communes n'ont pas. Et ensuite, grâce à ça, on pouvait dégager du fonctionnement pour d'autres services à créer. Je pense à la petite enfance, par exemple, qui est un des services qui est porté. L'aide à l'urbanisme ou au permis de construire pour les communes. Vous pouvez créer d'autres services. Donc il faut mutualiser pour pouvoir créer des services supplémentaires. Et tout ça dans un contexte de baisse des dotations quand même, dont je sais qu'elles sont difficiles à avaler, même si c'est en moyenne que 1,8% des recettes réelles de fonctionnement.
Et reportage complet tout à l'heure dans l'édition locale Touraine, Val-de-Loire. Allez, on reparle ce soir de la prévention routière, un chantier prioritaire du gouvernement. 3384 personnes ont perdu la vie en 2014 sur les routes de France métropolitaine, soit une hausse de 3,5%. Dans le Loir-et-Cher, l'année 2014 a été particulièrement meurtrière. 43 tués sur les routes. Et le département a donc décidé de mettre en place un plan d'action incitant les entreprises à sensibiliser leurs salariés automobilistes aux risques routiers. Une centaine d'agents des services de l'État a participé à un stage ce jeudi. L'occasion de réviser son code de la route appris il y a longtemps et de tester à nouveau ses réflexes. Milior Mohamed, Julie Dubois. Pour éviter l'éblouissement, je peux baisser le pare-soleil, réponse A, ralentir, réponse B, fermer les yeux, réponse C, allumer les feux de route, réponse D. Ils suivent un cours de code et pourtant ils sont déjà tous titulaires du permis de conduire. Guidés par des examinateurs, ces employés des finances publiques révisent et ça a plutôt l'air d'être utile. À chaque fois que j'ai l'occasion de faire ce genre de manifestation, je le fais. Parce qu'à chaque fois, on apprend de nouvelles choses et c'est très bien de se recycler. Parce qu'au fil du temps, on prend des habitudes qui, à la longue, ne sont pas forcément de bonnes habitudes. Et pour bien reconnaître les indications, il faut déjà les voir correctement. Ce masque simule une vision sous l'emprise d'alcool. L'effet est radical. Merci, allez, tu le testes. Un peu plus loin, grâce à des simulateurs, on teste sa réactivité. Alors on va à combien là ? 130 ? Dans le Loir-et-Cher, c'est la direction départementale des territoires qui est en charge de la sécurité routière. Elle multiplie ses actions en renfort de la législation existante. L'essentiel de la politique de la sécurité routière, c'est de la politique coercitive. C'est vrai, parce qu'il n'y a que ça qui, dans l'histoire, a fait baisser l'accidentalité. Dans une journée comme celle-ci, typiquement, et celle qu'on organise, on est dans la pédagogie, un autre outil. Et entre la partie obligatoire, comme vous le dites, et la partie pédagogie, c'est deux choses à mener concomitamment. Le public visé par cette journée n'est pas le plus impliqué dans les accidents mortels, mais dans un département rural comme le Loir-et-Cher, la voiture est indispensable. Ces 5 dernières années, une victime d'accident sur 5 effectuait un trajet domicile-travail. C'est un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés. Les 18e rendez-vous de l'histoire ont commencé à Blois. Après les rebelles en 2014, cette année, le thème, ce sont les empires. Et présent, comme chaque année, les plus grands historiens de notre temps, mais aussi plus de 30 000 amateurs passionnés venus de toute la France. On reviendra dans un instant sur les chiffres et les principaux temps forts de cette édition. Mais avant cela, on retrouve à Blois Corinne Bianrosa aux côtés de Jean-Noël Jeanneney. Il est président du comité scientifique des rendez-vous de l'histoire. Jean-Noël Jeanneney, bonsoir. En tant que président du conseil scientifique de ces rendez-vous de l'histoire, vous avez largement participé au choix du thème de cette année, les empires. On pense d'abord bien sûr aux empires historiques, romains, napoléoniens, mais il y a les empires économiques, religieux, et finalement c'est un thème très actuel. J'ajouterais même les empires médiatiques. C'est vrai que nous cherchons toujours dans ces rendez-vous, et voici la 18e édition, nous cherchons un thème qui puisse permettre à nos historiens et à nos innombrables visiteurs de parcourir l'entièreté de l'histoire des hommes et aussi le tout de notre planète. Et voilà vraiment un sujet qui est fait pour ça. Alors les historiens sont hantés, paraît-il, par une question: comment meurent les empires? Vous, Jean-Noël Jeanneney, vous avez une petite idée? C'est vrai que nous avons un historien fameux parmi nous qui s'appelait Durosel, qui a fait un livre qui s'appelait « Tout empire périra ». Tout empire périra. Et c'est vrai que curieusement, on est intéressé beaucoup à la fin de l'histoire, peut-être parce que ça rencontre certaines angoisses contemporaines, peut-être aussi parce que les citoyens et des démocrates n'aiment guère les empires, et donc ils sont contents de savoir comment et quand ils sont bousculés. Nous allons faire cela beaucoup, nous allons beaucoup réfléchir à tout ça. Alors ce sont les 18e rendez-vous de l'histoire, vous nous l'avez rappelé cette année, avec un succès toujours aussi grand. Est-ce que c'est parce que notre époque a besoin de réflexion, de compréhension, toujours plus? Écoutez, il ne faut pas avoir l'oreille très fine pour entendre beaucoup de gens qui nous disent que ce sont des esprits moroses, que tout va mal, qu'il n'y a plus de démocratie, qu'il n'y a plus de pensée, que les intellectuels sont dévergondés, que les hommes politiques sont nuls et n'ont plus d'expérience historique. Alors voilà un endroit où il faut revenir dans ce cas-là pour se revigorer, pour être sûr que finalement il y a dans notre pays beaucoup de gens qui aiment en effet
replacer ce qui se passe et qui est si immédiatement brutal souvent, avec le bombardement des nouvelles, le replacer dans la longue durée. C'est indispensable pour la réflexion démocratique. Jean-Noël Jeannet, merci. Et puis, à noter qu'en marge du thème des empires, eh bien, on parlera aussi de l'économie au rendez-vous de l'histoire à travers des débats et des conférences. Et voyons maintenant les principaux chiffres et les principales dates de cette édition des Rendez-vous de l'Histoire avec vous, Benoît. Oui, des rendez-vous exceptionnels, Marine, puisque 1000 intervenants sont attendus pour cette 18e édition. Ils animeront plus de 400 rencontres et débats. Les Rendez-vous de l'Histoire, c'est le plus grand salon du livre d'histoire en Europe. 300 auteurs sont présents pour dédicacer leurs ouvrages. Plus de 30 à 40 000 personnes sont attendues tout le week-end. La première édition a été créée en 1998 sous l'impulsion de Jack Lang, ancien maire de Blois. Elle avait pour thème Crimes et pouvoirs. Quelques autres dates, 2000, les utopies moteurs de l'histoire. Sous la présidence de Boutros Boutros-Ghali. 2004, les femmes dans l'histoire sous la direction de Simone Veil. C'est Robert Badinter, ancien garde des Sceaux sous Mitterrand, qui avait présidé l'édition 2010 avec Faire Justice. Enfin, 2012, les paysans sous la présidence de l'écrivain Éric Orsena. Merci Benoît pour ces précisions. En sport, il l'a lui-même annoncé sur son site personnel et sa page Facebook. À seulement 26 ans, le judoka de l'US Orléans, Hugo Legrand, a décidé de prendre sa retraite sportive. Le médaillé de bronze aux Jeux de Londres et vice-champion du monde 2013 explique qu'il ne se sent plus capable de fournir les efforts quotidiens qu'exige le haut niveau. En février dernier, il s'était fait opérer de l'épaule gauche suite à une rupture de ligament. En cyclisme, l'Irlandais Sam Bennett s'impose sur le Paris-Bourges classique, comptant pour l'UCI Europe Tour. Oui, il succède à l'Allemand John Degenkolb, qui n'était pas présent cette année au départ. L'Irlandais s'impose au sprint devant le Français Nasser Boigny de l'équipe Cofidis. L'Aurélien Romain Feillu a pris la 5e place, on va peut-être le voir, a priori non, pas pour l'instant. Pour sa DRDR avec le maillot vert d'Europecar, Thomas Voeckler avait tenté de s'échapper à quelques kilomètres de l'arrivée, mais il n'a pas pu résister au retour du peloton. On voit cela avec Arnaud Moreau. Sur la ligne d'arrivée du Parisien-Bourges, cette 65e édition a tenu toutes ses promesses. Un coureur avait prévenu qu'il allait sans doute faire un coup, c'était Thomas Voeckler. Thomas Voeckler qui l'avait emporté ici en 2006. Il courait aujourd'hui sa dernière course de la saison. Et puis, eh bien, en vieux briscard, il est parti dans une échappée dès le début de course avec Jimmy Engoulevent. Et ce trio tête a tenu pratiquement toute la course. Il s'est fait reprendre malheureusement par un peloton qui avait faim de victoire en cette fin de saison. Ils se sont fait reprendre à 7 km de l'arrivée. Et au final, c'est Sam Bennett, un Irlandais, qui l'emporte devant Nasser Boigny. Sam Bennett, un jeune Irlandais de 24 ans, inconnu. Je vous propose d'écouter sa réaction. J'ai essayé de me maintenir derrière les premiers et j'ai démarré aux 200 mètres. Je me suis vraiment bien senti. C'était dur de rester concentré jusqu'au bout. Il y avait des vagues, des coudes qui bougeaient, mais je savais qu'il n'y aurait pas beaucoup d'autres opportunités avant la fin de la saison. La 65e édition du Paris-Bourges, c'est fini. Tous les coureurs attendent désormais la dernière grande course de la saison, le Paris-Tour, la classique des feuilles mortes. Rendez-vous dimanche. Et enfin, en handball, ça se complique pour Chartres qui s'est incliné hier soir à Ivry-sur-Seine. Les Chartrains en blanc à l'image, auteur pourtant d'une belle première mi-temps, se sont inclinés 34-29. C'est la 5e défaite en 5 rencontres pour les joueurs de Pascal Mahé. Le prochain match, ce sera encore difficile. Il aura lieu le 15 octobre en Savoie face à Chambéry. C'est la fin de la partie régionale du 19-20, mais l'information de proximité continue à suivre vos éditions locales en Touraine et dans le Berry. Partout ailleurs, on se retrouve juste après la météo pour 7 au centre. A tout de suite.